Voilà, tutoriel sur le Phantom 4 RTK. Au sommaire, l'étendue de la livraison, le montage du drone, les différents paramètres système, différentes applications. On va voir les différents types de missions, les missions simples, les missions spécifiques avec des prévols qui nécessitent des prévols, la planification de missions qui nécessitent des fichiers KML ou alors des modèles numériques de terrain pour les missions en suivi de terrain. On va voir également comment préparer les coordonnées pour introduire dans la station de contrôle d'RTK2, auquel cas on n'utilise pas un service de positionnement comme Suppose. Ensuite, on va voir la réglementation aérienne suisse, les espaces aériens, comment déclarer un vol chez Skyguide, les contacts avec les aéroports, comment débloquer une zone qui est en safe fly zone chez DJI, quelques rappels sur l'aérologie. Les paramètres finaux, juste prévol en fait, à ne pas oublier. Après quoi, on va brièvement parler des systèmes de coordonnées VGS84, le système suisse MN95, hein, avec particulièrement les problèmes de hauteur sur la ellipsoïde ou le géoïde, qui seront utiles pour le processing sans bras de calage. Ensuite, on va voir processing avec Recap Photo, processing avec Pix4D en très bref. Et puis pour finir, l'installation des firmware avec le DJI Assistant pour le Phantom 4. On voit l'étendue de la livraison. On a ici le trépied, l'antenne RTK pour les corrections, et puis le drone dans sa boîte. Regardez bien comment le drone et la télécommande et tous les gadgets sont intégrés dans la boîte, parce qu'une fois que vous aurez sorti tout ça, il va falloir les remettre dedans à la fin, et là vous verrez que c'est assez Tetris. Donc dans la boîte, on trouve le drone, des hélices, des batteries, le chargeur, la télécommande avec sa tablette intégrée, et puis quelques câbles pour la connexion avec un PC et le mode d'emploi. Donc montage des différents éléments. Là on a le drone et deux sortes d'hélices, celle qui se visse à gauche et celle qui se visse à droite. Les hélices qui se vissent à gauche, elles ont une bande noire, et puis on doit les mettre sur les moteurs qui ont les trois petits points noirs. Pour les mettre, on enfile l'hélice dessus, on tient le moteur, on pousse au fond et on tourne. Voilà. Ensuite, on regarde qu'elle soit bien fixée. On fait pareil sur l'autre moteur qui a les petits points noirs avec l'hélice noire. Tac, on pousse, on coince. Et puis, on met comme ça les quatre hélices. Ensuite, la batterie. On s'insère facilement en pressant sur les deux extrémités. Voilà. Et puis, il ne faudra pas oublier, avant de le faire voler, c'est d'enlever le cache caméra. Ici. La télécommande, on la retourne. Ici, il y a le petit à tirer en bas. Une batterie, on peut contrôler l'état de la batterie avec les petits points. On la serre au fond, on presse, on pousse, voilà. Et pour la sortir, on presse sur cette petite touche ici en même temps qu'on la descend. Pour l'antenne RTK, ici on tire pour enlever le cache. On prend une batterie identique, on peut contrôler l'état de charge. On plante la batterie au fond, on la plante bien au fond, voilà. Et puis on refixe le couvercle. L'allumage, on presse une fois le bouton et puis on le presse en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que ça s'allume. La télécommande c'est pareil, on presse une fois, on represse longtemps. Juste l'antenne RTK où il suffit de presser longtemps une seule fois. Voilà, pour éteindre c'est le même concept, on presse une fois et on represse une fois longtemps. Le drone c'est identique. Et l'antenne on presse une fois longtemps. Voilà, donc une fois que vous allumez la télécommande, vous devriez arriver sur un écran comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est que probablement l'écran d'accueil est mal paramétré, auquel cas vous glissez le doigt et vous allez dans les paramètres généraux de la télécommande en fait, où ici on peut activer le Wi-Fi par exemple. Si on active le Wi-Fi automatiquement, ça va déconnecter la liaison avec le drone, mais là c'est pas grave pour la paramétrisation de la mission, c'est ce qu'on fait en général. Donc si vous n'aviez pas cet écran d'accueil, il faut venir ici, venir dans Accueil et prendre le GSR, c'est le programme de photogrammétrie pour le Phantom 4 RTK. C'est ça, un autre de ces programmes en dessus, c'est que probablement ça a été configuré pour un autre drone. Voilà, donc généralement c'est un peu tout ce qui a changé dans ces paramètres généraux. On peut changer la langue, etc., deux, trois autres choses, mais ils sont pas très importants pour nos missions. Voilà, donc pour planifier une mission, on s'assure que le Wi-Fi est bien activé.
On va dans Plan. Et là, on choisit le type de mission dont on a besoin. Donc, on a une mission simple, la photogrammétrie 2D, pour des tas de terre, pour des choses pas trop compliquées, avec pas trop de proéminence en 3D. Sinon, on peut faire une photogrammétrie avec un double passage en croix, pour des modèles plus complexes, et surtout avec des différences de hauteur, des façades, des maisons, des quartiers, etc. On prendra plutôt de la photogrammétrie 3D double gris. On peut également configurer un vol qui va de point en point. Une mission linéaire pour tout ce qui a des routes, un corridor de route, choses comme ça, c'est idéal. Sinon, la photogrammétrie 3D multi-orientée, ça consisterait plutôt à vouloir faire une photogrammétrie d'un bâtiment, par exemple. On verra un mode suivi de terrain auquel on peut donner un modèle 3D, et puis le drone va en fait survoler le modèle 3D à une hauteur définie, même s'il y a de la pente, typiquement très utile pour les zones de montagne. Segmentation des blocs consiste à pouvoir segmenter des secteurs pour faire voler plusieurs drones en même temps avec la même télécommande, ce qui n'est pas notre concern ici. La station mobile pour faire des mesures de coordonnées. Et sinon, on a deux autres vols un petit peu spéciaux, en tout cas au niveau de la planification. C'est le vol linéaire où on peut... en fait, on va utiliser le drone pour survoler une zone et prendre des points de calage. Et puis ensuite, on va voler par rapport à ces points de calage. Idem pour la trajectoire de vol incliné. Typiquement, c'est quelque chose qu'on veut utiliser pour faire de la photogrammétrie de façade, par exemple, où on veut que le vol du drone se fasse dans un plan vertical, par exemple. Voilà, donc on va prendre une mission simple, photogrammétrie 2D. On peut zoomer sur l'endroit où on souhaite faire notre photogrammétrie. Ensuite, à l'aide du doigt, on tapote pour mettre des points de polygone. Là, on va constituer un polygone, en fait, c'est notre zone d'intérêt finalement pour le vol. On peut déplacer les points avec le doigt. Voilà, une des méthodes, disons en tout cas. Et ensuite, on doit régler les paramètres de hauteur de vol ici. Ces paramètres qui vont évidemment influencer la précision. On va faire un vol à 50 mètres. La vitesse est généralement liée à la hauteur de vol, parce que plus on vole bas, plus il faudra réduire la vitesse pour avoir des images nettes. Ça, on peut laisser à 4 à peu près. L'intervalle de temps, c'est ce qu'on va faire. On va prendre des photos avec un certain intervalle de temps en fonction de la vitesse et de la hauteur. Et puis, notre bouton, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini la mission? On va retourner au point de départ. Est-ce qu'on introduit une hauteur relative? Non, dans ce cas-là, on n'a pas besoin. La hauteur relative va en fait pas influencer sur la hauteur de vol du drone, mais elle va influencer sur la densité du maillage en fait. On peut aller voir les paramètres de l'appareil de photo ici. Bon, on a le ratio de photo, la balance des blancs, le mode de pondération de la mesure pour le calcul de la luminosité, l'angle de la nacelle. Et puis on peut choisir une priorité à la vitesse, par exemple, fixer de manière arbitraire à quelque chose comme du 320e de seconde pour être sûr qu'on ait des images nettes. Voilà, on sauvegarde. Et puis si on va voir dans les paramètres avancés, on a les taux de recouvrement horizontal et vertical des photos. Donc 70-80 ou 80-80. Il va pas falloir descendre beaucoup en dessous de 70, mais en 80, on est sur quelque chose de solide. Voilà, à chaque fois, la petite flèche pour faire disparaître le menu, pour faire réapparaître le menu. Hein. Quand on clique sur les trois petits points là-haut, on a les paramètres de l'appareil. Donc là, c'est une fois vraiment qu'on va effectuer le vol, qu'on va régler ces paramètres. On a notamment est-ce qu'on va utiliser le positionnement RTK ou non, quel type de service RTK on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser aucun service, ou alors est-ce qu'on va utiliser une station mobile, c'est-à-dire l'antenne du drone, la DRTK2, ou alors est-ce qu'on utilise un système de correction de réseau comme suppose. Donc nous en l'occurrence on prendra l'antenne. On verra les paramètres pour le vol à proprement parler dans une vidéo ultérieure. Voilà, donc une mission en double grille. Typiquement, si on veut prendre un quartier entier comme ça, on aimerait voir les façades de bâtiments. Donc la mission double grille, elle utilise une nacelle inclinée par défaut. Donc on délimite la zone.
Voilà, donc on met la zone qu'on désire mesurer, puis on voit notre double grille qui se forme. On peut l'orienter ici avec le curseur jaune. Et puis on voit les débords de chaque côté qui se produisent. Vu qu'on a une nacelle inclinée, évidemment, il faut qu'on aille un petit peu plus loin que la zone intéressante à prendre. Sinon ici, pareil qu'avant, en fait, on a les différents paramètres de vol à régler, la hauteur, etc. On a aussi le vol linéaire, typiquement pour faire de la route. Donc là, c'est assez simple. En fait, on sélectionne notre axe. Et puis automatiquement, ça va tracer une zone. On donne les distances d'extension à gauche et à droite. Et puis il va nous générer un itinéraire de vol pour couvrir la zone en question. Photogrammétrie 3D multi-orientée. Voilà, donc si on va prendre notre exemple initial pour une photogrammétrie multi-orientée, ce serait quelque chose d'assez adapté, un bâtiment isolé. Hein. Donc on définit notre zone de vol. Et puis ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a plusieurs hauteurs à paramétrer. On a une première hauteur à paramétrer qui est en réalité, on va avoir un premier vol avec des photos de type nadir, donc verticale. Et puis on va avoir d'autres vols avec des photos en oblique. On peut spécifier éventuellement des hauteurs différentes si on le souhaite. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on a le premier vol ici. Ce qu'on voit, c'est le tracé du premier vol. Mais on voit qu'on a d'autres vols. On a le point 1, ensuite on a le vol ici 3, le vol 4, le vol 5, on va en avoir encore un ici, voilà le 3 et le 4. Voilà, donc il va nous faire différents vols successivement. Ça rendrait parfaitement bien pour un bâtiment isolé comme c'est le cas. Il ne faudrait pas faire une photogrammétrie 2D comme j'ai pris dans l'exemple initialement pour ce type de mission, si on veut avoir vraiment bien les façades, le toit, etc. Voilà, donc là on va voir le vol linéaire avec une hauteur ajustable. Le but c'est en fait si vous avez une route en pente par exemple, et puis que vous voulez voler à hauteur constante, il va falloir aller initialiser les différentes altitudes de la route avant le vol pour pouvoir lui dire en fait de faire son zigzag au-dessus à une certaine altitude. Alors on va voir comment ça marche. Vol linéaire, et puis on arrive dans l'environnement, donc on s'assure qu'on a le fixe RTK. Et puis une fois qu'on est là, on va décoller pour aller taguer le premier point. Point de départ enregistré. Voilà, donc là on va se mettre un peu en dessus du sol. Et puis avec la télécommande, je vais taguer mon premier point. Donc là on voit sur l'écran la position du drone en ce moment, ici. Et puis pour enregistrer ce point, je vais presser sur le bouton C2. Voilà, et puis ça nous a mis ici le premier point. Maintenant je vais aller un petit peu plus haut, je vais voler pour aller positionner le drone en haut de la route. Voilà, je vais mettre le deuxième point ici, donc encore une fois, C2. Et puis je vais continuer, on va aller plus loin. On a maintenant nos 3 points qui sont marqués. On va finir ici de régler les différents paramètres du vol. Donc on a notre hauteur sol, on va voler en fait 20 mètres en dessus de la ligne. Voilà. Avec la nacelle inclinée contre le sol. Et puis on va sauvegarder la mission. Voilà, donc maintenant qu'on a le drone vers nous, on va invoquer la mission. On voit ici, il a fait notre parcours sur la ligne, sur les segments de ligne avec les hauteurs qu'on a définies. Donc je vais invoquer la mission et puis commencer. Commencer l'opération. Voilà, donc là on a notre drone qui va aller effectuer le parcours qu'on vient de définir et on va être à hauteur constante du sol. On peut voir qu'il effectue la mission et puis en fait on peut voir que sur chaque segment vertical on va avoir une vitesse verticale. Voilà, là il tourne et il se met à monter. On peut voir ici la vitesse verticale qui change et puis l'altitude. C'est la preuve qu'il suit effectivement la ligne de pente. Voilà, donc là on va voir la trajectoire de vol incliné. Typiquement pour faire du vol de façade, donc voler verticalement en face d'une façade ou alors en vol de pente en dessous d'une colline avec une pente régulière. On va définir un plan par 3 points.
et puis ensuite un décalage de vol pour l'altitude. Voilà, donc là on va centrer un point, on peut avec la télécommande orienter la nacelle vers le bas pour voir exactement ce qu'on survole. Et puis on va se mettre juste en dessus de notre premier point. On vient de définir un plan et puis on va régler les autres paramètres du vol, c'est-à-dire la direction de la nacelle et puis la distance au plan. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enregistrer la mission et puis on pourra voler à bonne distance du plan qu'on vient de définir. Pour préparer un vol avec un fichier KML, vous allez trouver vos images sur le site de Swistopo par exemple, dans la rubrique images orthophoto. Vous pouvez ensuite télécharger des images à 10 cm, donc c'est extrêmement précis. Vous pourrez préparer un vol extrêmement précis avec ce type d'image. Vous downloadez votre image et ensuite vous chargez. On a donc téléchargé notre image, notre orthophoto, qui est un géotif référencé dans le système suisse. Donc on passe dans QGIS et puis on importe notre image. Donc on fait un ajout de couche, une couche de type raster et on choisit notre image. Voilà, on l'ajoute à la carte. Quand on a maintenant notre image en arrière-plan, on peut en fait cette fois définir le parcours de vol. Donc on va pouvoir faire un parcours précis. Maintenant qu'on a une image précise. Et puis on va juste définir le type d'objet qu'on utilise. Donc on va utiliser une polyligne, ici c'est pour un vol linéaire. On va utiliser un polygone pour les autres vols. Là je vais déjà faire un exemple avec la polyligne. Donc on crée une couche virtuelle. Et puis ça permet de dessiner notre vol. Voilà, donc on vient de faire ici une couche de type linéaire. On va faire une couche polygonale encore. On va rajouter une couche polygone. Voilà. Maintenant, on peut exporter ces couches en format KML. Donc, on sélectionne la couche en question et puis on fait un export en VGS 84. On a ici à gauche le contenu de la carte SD du drone et puis à droite nos fichiers KML. Donc, si on prend le contenu du drone, ce qui est très important, c'est d'avoir un dossier DJI à la racine. Et puis ensuite, un dossier KML où on va placer nos fichiers KML et un dossier DSM où on va placer nos modèles de terrain. Donc là, je vais prendre nos deux fichiers KML et je les mets à la bonne place, c'est-à-dire dans le dossier KML. Voilà, on est maintenant prêt pour prendre cette carte et puis l'insérer dans la télécommande du drone afin de charger les KML. Voilà, donc on a copié les fichiers XML sur la petite carte, la micro SD. On va l'insérer dans la télécommande du drone. Donc dès lors que la carte SD a été insérée, elle a été reconnue et la boîte de dialogue des fichiers KML s'affiche. Donc on peut sélectionner nos fichiers et puis les importer. Ils sont maintenant importés dans la télécommande, on n'a plus besoin de la carte SD. On va maintenant charger notre premier fichier KML afin de créer une mission. Donc ici on choisit fichier KML. Ça nous montre les deux fichiers qui sont présents dans la télécommande pour l'instant. On va prendre la première mission type polygone et on fait commencer. Voilà, donc automatiquement il a chargé notre fichier KML de type polygone, il a dessiné notre polygone et puis maintenant si on fait modifier, on doit avoir le choix des méthodes qui apparaît. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire que le fichier KML est incorrect. Donc là, on n'a plus que les paramètres de vol à régler, c'est-à-dire les hauteurs, la vitesse, l'intervalle de temps, etc. Mais la définition à proprement parler du contour, de manière précise, est déjà faite à travers le fichier KML. Si on veut charger notre fichier KML linéaire, on va commencer une nouvelle mission en chargeant notre ligne. Et voilà, du coup, si on fait modifier, à ce moment-là, doit apparaître une définition de projet linéaire et pas le choix des diverses options polygonales. C'est-à-dire que là, on n'a plus qu'en fait l'extension à gauche, l'extension à droite du parcours à régler. On va également pouvoir créer une mission à partir d'un fichier KLM qu'on crée depuis Civil 3D, que ce soit à partir d'entités de notre design ou alors d'une orthophoto qu'on a téléchargée préalablement, une orthophoto géoréférencée bien évidemment. Donc je vais amener la palette d'outils de Civil 3D dans un premier temps, afin de définir le système de coordonnées du dessin.
Une fois que le système de coordonnées est défini, on va insérer notre image géoréférencée. Vous pouvez le faire avec la commande map wspace, map insert, évidemment. Toutes les commandes map sont valides du moment que l'image arrive à la bonne place. Je choisis une connexion raster. On choisit notre image. Et on l'ajoute à la carte. On peut maintenant fermer ces fenêtres. On peut maintenant tracer notre plan de vol. On va prendre une polyligne simple pour faire un vol linéaire. On va définir précisément le tracé du vol. Ou alors un vol polygonal. On va également prendre une polyligne fermée cette fois. Nous allons maintenant extraire ces formes dans un fichier KML avec la commande export KML. On va choisir l'objet en question. Donc on va choisir notre polyligne dans l'immédiat. On voit qu'elle est référencée en CH 1903 LV95, qu'elle va être convertie dans le système VGS84. Et puis ici on donne le type du fichier. Par défaut c'est KMZ, on va choisir KML. Et on l'exporte. Idem pour le polygone fermé qui est notre polyligne en fait. Donc on la sélectionne. On change le type de fichier en KML. Voilà, donc je viens de passer le fichier, la carte SD dans la télécommande. On voit nos deux fichiers civils 3D apparaître et je les importe. On va voir maintenant un petit problème qu'on a avec les fichiers KML issus de civil 3D. Je vais commencer une mission en prenant notre fichier C3D polygone. Voilà, et on voit en fait que j'ai qu'une seule ligne qui a été importée. Si je fais modifier, ça ne nous propose pas les différents types de missions polygonales. Idem si je prends le fichier ligne. On n'a qu'une seule ligne de notre plan de vol, c'est la première que j'ai tracée, mais on n'a pas les segments suivants. Il va donc falloir éditer le fichier KML pour le modifier. Donc pour éditer le fichier KML, on va retourner sur le PC et puis on va voir les modifications qui sont importantes de faire. Si on édite le fichier KML ici de Civil 3D qui contenait la polyligne, on obtient quelque chose comme ceci. Un fichier de définition où on voit ici en fait les line strings qui contiennent les débuts et fins de ligne. Début et fin de segment en réalité de notre chemin. Encapsulé chaque fois dans une line string différente. Si on regarde un fichier KML de Google ou un fichier KML de QGIS, on verra qu'on obtient quelque chose de différent. Voilà, donc en éditant un fichier KML de base, on obtient quelque chose comme ça. Il a été réduit à sa plus simple expression, mais on voit en fait assez clairement qu'on a une section line string qui contient les coordonnées de tous les segments, simplement les uns après les autres, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Donc c'est ça qu'il va falloir faire en réalité. Il va falloir remplacer ces coordonnées qu'on a ici par les coordonnées qu'on a dans le fichier civil. On va donc copier les coordonnées du fichier C3D entre les balises coordinates / coordinates de la section line string du KML. Une fois qu'on a copié nos coordonnées, on voit qu'ici en fait pour chaque ligne on a le début et la fin du segment, alors que le segment suivant recommence ici. Donc c'est les mêmes on a les mêmes coordonnées en fait ici que ici. On va donc effacer une série de coordonnées ici. Et puis on va enregistrer notre fichier KML tel qu'il est là.
On va procéder de la même manière pour le fichier de forme, c'est-à-dire le fichier qui contenait notre polygone. Voilà, donc encore une fois, à gauche, le fichier réduit à son minimum, le fichier KML qui fonctionne. À droite, notre fichier KML issu de Civil 3D qui contient un polygone. On remarquera cette fois qu'on n'a plus linear string, mais linear ring comme section, voilà, parce qu'on est dans un polygone en fait. Et ici, on a de nouveau les coordonnées des différents angles du polygone, donc ceux-là, on peut les effacer. Et puis, on va placer entre les balises, coordonnées / coordonnées du linear ring, les coordonnées qu'on avait dans le fichier civil. Voilà, donc encore une fois, ici on a cette fois le début et la fin du segment, donc on va effacer la fin du segment qui est reprise à la ligne en dessous. On va enregistrer notre fichier. On est prêt pour charger nos fichiers KML issus de Civil 3D qui ont été modifiés, donc on va les importer dans la télécommande. Et puis on va planifier une mission. On a choisi les KML. Voilà, donc c'est le C3D Modified Polygon. On voit que cette fois, on a bien tout le polygone qui est intégré. Et si on fait modifier, on a nos options de choisir les différents types de missions photogrammétrie. On va faire pareil avec le fichier C3D Modified Polyline. Et on voit que là aussi, notre polyline est passée et qu'on a à choix uniquement les paramètres de la mission de type linéaire. Voilà, dans le cas de terrain à forte déclivité, si vous ne pouvez pas utiliser un type de mission de type trajectoire de vol inclinée, soit parce que le terrain est trop grand et que c'est difficile de marquer les points, soit alors parce que simplement le terrain n'est pas plan, à ce moment-là, vous pouvez utiliser une mission type suivi terrain, où vous devrez entrer un modèle numérique de terrain dans le drone en premier, et puis ensuite celui-ci va pouvoir le suivre. Donc on voit bien sur l'image ici le plan de vol du drone en fait qui suit à une hauteur constante du sol le modèle qu'on lui a donné. Il va juste falloir faire attention quand vous créez le modèle de terrain. Au niveau planimétrie, il va falloir prendre un petit peu de marge parce qu'évidemment, si vous avez une différence de 5 ou 10 mètres en planimétrie, peu importe la différence d'altitude que vous donnez, il y a des risques que le drone ne vole pas là où on souhaite. Donc, vous pouvez créer les modèles de terrain avec n'importe quel logiciel pour que vous ayez du géotif au final en VGS 84. Ici, on va voir avec UGIS et Civil 3D sur des modèles simples comment on peut éventuellement les créer. SwissOppo offre des DSM en géotif pour la Suisse. Dans la section géodonnées, applications, modèles d'altitude, c'est des données qui sont libres et on peut télécharger le secteur qui nous intéresse pour l'utiliser ensuite dans l'application DJI. Voilà, donc une fois qu'on a downloadé le géotif de SwissOppo, on va l'ouvrir dans un nouveau projet à travers QGIS en créant une nouvelle couche raster. On sélectionne notre fichier et on l'ajoute. Voilà, donc on a notre géotif qui représente les élévations du secteur ici. Si on observe les propriétés, on voit qu'on est effectivement dans l'IPSG 2056 qui est le système CH1903 LV95. Maintenant, on va exporter ce fichier en VGS 84. On fait un export, enregistrer sous géotif. On va l'appeler QGIS Géo. Et puis, on va choisir le système de coordonnées. Le VGS 84, c'est le 4326. Voilà. Et avec Civil 3D, ce que l'on va faire, c'est réouvrir notre modèle de terrain ici de SwissOppo pour le modifier, lui ajouter des taloutages ou d'autres éléments, et le réenregistrer en MN95 avant de le convertir avec QGIS en VGS 84. On va tout d'abord importer le DSM en MN95 avec Civil.
Voilà, une fois que c'est fait, on va essayer d'éliminer ce modèle DSM qui est en fait un modèle de grille qui n'est pas très pratique à travailler avec Civil pour en faire une vraie surface civile. Donc le plus simple, c'est de faire un Smith point automatique sur la surface. Donc on va aller dans point sur une surface, sur la grille. On va s'assurer ici, dans la création des points, que les altitudes sont en mode automatique, de même que les descriptions. Voilà. Et puis on va donc créer des points sur une grille. Le point de base, on va le mettre par ici. Rotation à 0. Espacement de la grille, on va mettre en 20 mètres. En X, 20 mètres en Y. Et puis, le coin en haut à gauche, par ici. Voilà. Maintenant qu'on a les points, on va créer une nouvelle surface. Cette surface sera composée de tous les points qu'on vient de créer. Alors, on voit que les courbes de niveau de notre nouvelle surface matchent avec les courbes de niveau du DEM. On va pouvoir effacer le DEM. Maintenant qu'on a notre nouvelle surface, on va pouvoir la modifier de manière classique avec Civil 3D. Là, on va faire un petit talutage avec une ligne caractéristique de terrain. Voilà, maintenant qu'on a notre nouvelle surface, on va la reconvertir en DEM. Exporter vers DEM. Et puis ici, on va spécifier les coordonnées, le système de coordonnées du DEM en l'occurrence. On va faire le MN95. Alors, voilà, maintenant qu'on a notre DEM issu de Civil 3D en MN95, on va le convertir en VGS84 avec QGIS comme on l'a fait précédemment. Voilà, donc là, on va recréer une couche raster, importer notre DEM de Civil. Voilà, on le voit, il est là, on voit bien notre talutage. On s'assure qu'il est bien en CH1903 LV95, c'est bien ça, les coordonnées sont correctes. Maintenant, on va faire la conversion en VGS84. Voilà, donc on voit maintenant qu'on a nos 4 fichiers, nos 4 DSM en géotif, 2 en MN95 et 2 en VGS84. On va les mettre sur la carte SD et puis les importer dans la télécommande du drone pour faire les missions en mode suivi de terrain. Voilà, donc là on va charger notre fichier Civil 3D pour une mission en mode suivi de terrain. On va le prendre, c'est celui-ci, le C3 du VGS84. Donc si c'est bien fait, il apparaît à la bonne place à l'écran. Voilà, donc on a effectivement on est à peu près à la bonne place. Et puis si on paramètre une mission ici par exemple, on voit effectivement ici dans le bas de l'écran, on voit ici sur le profil qu'on traverse le monticule qu'on a fait à 2 reprises, probablement ici et ici. Voilà, pour ce qui est de Civil 3D. Voilà, donc lorsque vous allez utiliser le drone en mode RTK, si vous utilisez l'antenne d'RTK2, il va falloir introduire les coordonnées
du point de base en VGS 84. Un des moyens de le faire, c'est d'introduire les coordonnées MN95 sur cette page et de faire le calcul, d'exécuter le calcul pour obtenir les coordonnées VGS 84 ici que vous devrez entrer. Maintenant, si vous utilisez un service de correction RTK comme Suppose par exemple, c'est une étape dont vous n'aurez pas besoin de faire en fait, puisque les coordonnées vont être automatiquement transmises depuis la station de référence par la 4G. Voilà, préparer son vol, c'est aussi s'assurer qu'on est conforme à la réglementation. La réglementation suisse concernant les vols de drones, vous la trouverez sur le site de l'administration fédérale. On mentionne différentes restrictions, donc les restrictions d'utilisation qui sont dues aux zones de survol et aux différentes activités, est-ce qu'on survole des manifestations, de la foule, est-ce qu'on respecte la vie privée, etc. Et puis les réglementations qui sont dues aux espaces aériens à proprement parler. Donc en général, pour tout ce qui concerne les zones et activités de survol, c'est le canton, les communes, les villes, généralement la police ou les administrations communales qui peuvent donner les autorisations voulues. Pour tout ce qui concerne l'espace aérien proprement parlé, c'est l'OFAC à travers SkyGuide. On peut déjà voir sur le portail fédéral une carte avec les restrictions de vol pour les drones. Voilà, donc là on a différents thèmes dont les espaces aériens, puis les restrictions pour les drones. Ça nous donne déjà une bonne idée de base, est-ce qu'on est dans un secteur à risque ou pas. Ensuite, en se basant sur cette carte, ce qu'on peut faire, si on doit aller plus loin, si on voit qu'on vole dans une zone contrôlée, une CTR d'aérodrome ou une autre zone restreinte, on va devoir faire une demande SkyGuide pour une autorisation de vol. Voilà, pour ce faire, on va aller sur le portail de SkyGuide pour déclarer un vol spécial. On va utiliser l'outil SFO qui met à disposition pour ce type de vol. Voilà, donc une fois qu'on est dans le portail SkyGuide, on peut planifier notre vol. Ici, on peut activer ou désactiver certaines zones. Donc, on va activer les zones qui nous intéressent. Voilà, donc si on doit par exemple déclarer un vol dans cette zone ici, on va simplement créer un plan de vol. Donc, on va dire qu'on va voler ici, dans cette zone. Ensuite, on définit le type d'appareil qu'on utilise. Donc, c'est un drone léger. Le type d'activité, c'est une mission de relevé photogrammétrique. On va donner les hauteurs maximales. Donc, on va donner une hauteur mer pour le niveau max. On va mettre à 1200 mètres. Et puis, le niveau minimal au sol. Voilà, on fait une évaluation et ça va nous donner dès lors est-ce qu'il faut créer une demande SkyGuide ou pas. Donc là, on voit qu'on a besoin de créer une demande. Donc, il suffit de faire créer la demande, planifier le vol à l'avance, à peu près 10 jours. Et puis passer la demande à SkyGuide qui va la valider. Maintenant, si on voit, si on change par exemple l'altitude maximale de vol, qu'on la met à 1100 mètres pour cette zone. Voilà, là on voit que dans cette zone-là, on n'a pas besoin d'approbation SkyGuide. Donc c'est parfait. Pour autant, on est dans une zone, comme on peut le voir ici, on est quand même dans la CTR de l'aéroport des Éplatures, c'est-à-dire qu'on va contacter l'aéroport des Éplatures, la tour de contrôle, et puis leur demander l'autorisation directement à eux de pouvoir faire le vol. Voilà, alternativement, il y a encore un portail SkyGuide qui est en train de se mettre en place pour les vols de drones, plus spécifiquement, auquel vous pouvez accéder. Voilà, donc un des avantages du nouveau portail de SkyGuide, en fait, c'est que quand vous enregistrez votre vol de drone, vous pouvez également voir les DABS. C'est en fait un bulletin journalier avec les modifications de l'espace aérien qui, par exemple, sont affectées par des manifestations ou des manœuvres militaires, etc. Donc là, vous pouvez voir en fait si on a quelque chose. Et ça, c'est un bulletin qui est fait au jour le jour. Donc ici, aujourd'hui, on n'a rien de particulier. Si on avait une restriction particulière, on la verrait sur la carte en rouge. Et puis, on verrait le détail de cette restriction ici dans la page du bas.
Voilà, c'est les deux portails en fait de SkyGuide qui sont utilisables. Vraisemblablement, le deuxième va être celui sur lequel il faudra enregistrer les vols de drone à l'avenir. Voilà, que l'on ait besoin d'une autorisation de SkyGuide ou non pour faire le vol, je vous conseille de contrôler également sur le site de DJI FlySafe si vous allez voler dans une zone qui est bloquée par DJI, par le drone en question. Vous pouvez voir sur cette carte-là. On a des zones restreintes en fait, restreintes par DJI, qui concernent principalement des zones militaires, diverses autres zones sensibles. Et puis là, en fait, il se peut que dans ces zones-là, suivant le type de zone que vous utilisez, le drone refuse de décoller puisqu'il est bloqué par DJI. Donc dans ce cas-là, il va falloir demander une autorisation à DJI, un déblocage de zone. Vous pouvez le faire à travers le portail DJI. Je vous laisse voir ici, on a toute la description de comment débloquer une zone pour le drone. Voilà, c'est en gros, au niveau des espaces aériens, c'est les deux, trois choses à regarder. Donc c'est qu'on ne soit pas dans un espace aérien contrôlé, régulé par l'aviation civile, ou alors qu'on ne soit pas dans une zone de blocage de base par DJI. Voilà, tant qu'on est dans les espaces aériens, on va parler un tout petit coup de l'aérologie, juste pour rappeler quelques règles de base. Dire que si le vent est un peu trop fort, disons autour des 25-30 km/h, vous êtes gentiment à la limite. Ça va affecter les temps de retour du drone, ça va affecter les batteries, ça va affecter la stabilité en vol, du coup ça va affecter la qualité des images en général. Ne pas oublier, si vous avez beaucoup de vent, vraiment des vents forts avec des montagnes, que vous pouvez être à l'abri du vent, ne pas avoir de vent relatif, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des gros rouleaux derrière les montagnes. De même en fin de journée, les vents catabatiques qui redescendent des versants, etc. Ça a évidemment un effet sur le vol du drone, pas forcément catastrophique parce que forcément le drone compense, mais disons il y a des limites. Et puis surtout en termes de stabilité pour la prise d'image, c'est pas optimum. Donc pensez à ça en volant. Pensez également à la température du jour, température très froide, ben, les batteries elles vont durer moins longtemps. Et puis si vraiment vous avez des missions un peu particulières, où vous volez à 4000 mètres en haute montagne, enfin pour différents types de vols, ben, la densité de l'air elle va effectivement avoir un impact aussi sur le comportement du drone. Donc c'est quelques petits points à garder à l'esprit quand vous faites votre vol. Voilà, donc une fois qu'on est prêt à voler, les derniers paramètres à contrôler, moi je fais toujours un petit tour ici, c'est-à-dire contrôler l'altitude du return to home. Voilà, surtout être sûr que on a le RTK qui est bien paramétré, c'est-à-dire que le positionnement soit enclenché. C'est ici donc qu'on peut choisir si on utilise la station mobile, donc l'antenne mobile ou alors le réseau Suipose. Je vais utiliser en l'occurrence le réseau Suipose, sinon c'est pour l'antenne, vous pouvez spécifier les coordonnées de l'antenne elle-même. Là on n'a rien à faire de particulier. Qu'on soit évidemment connecté, si tel n'est pas le cas, vous faites connecter. Et puis ici on a l'anti-collision, évitement d'obstacles, donc ça a toujours activé en fait. Là vous pouvez voir l'état de la radiocommande, des channels, des batteries, etc. Donc un petit tour ici, toujours avant de décoller, et puis une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on a bien contrôlé ce dernier paramètre, on peut invoquer la mission. Voilà, quelques mots sur les systèmes de coordonnées et sur les altitudes. On a vu le drone travaille exclusivement en système de coordonnées VGS84 avec des altitudes qui sont les altitudes basées sur l'ellipsoïde de référence, donc l'ellipsoïde pour le VGS84. Le système suisse travaille en coordonnées MN95 avec des altitudes qui sont basées sur l'ellipsoïde de Bessel avec une correction pour être sur la hauteur du géoïde. Donc on va voir qu'en réalité c'est assez facile d'être au niveau planimétrique dans le bon système de coordonnées. Par contre au niveau altimétrique il faut faire un petit peu attention. Dans tous les cas, une solution qui fonctionne, c'est de travailler en donnant des points de calage. Donc vous donnez des GCP 4 ou 5 ou plus suivant la taille du chantier. Donc là vous n'aurez pas de problème pour ce qui concerne l'obtention d'altitude correcte dans le système suisse, puisque vous forcez le système sur des points.
Maintenant, si vous voulez vous passer de points de calage, comme le drone a un positionnement RTK très précis, c'est possible. Simplement, ça va dépendre des logiciels que l'on utilise. Dans Pix4D, par exemple, on peut spécifier le système de coordonnées de sortie pour la planimétrie et le système pour l'altimétrie. Donc là, il va falloir choisir Geoid over Bessel et puis donner ici la correction entre l'ellipsoïde de Bessel et le géoïde. Donc c'est ici qu'on va spécifier la correction. Voilà, si on prend récap, on voit qu'ici on peut spécifier le système de coordonnées final, mais on n'a pas d'option pour le système altimétrique. Donc on va pas obtenir les altitudes correctes au niveau altimétrique. Il va falloir repositionner le modèle une fois terminé avec les outils récap à la bonne altitude. Donc en ce qui concerne récap, le plus simple serait éventuellement de donner des points de calage. Voilà, donc comment trouver la correction à apporter aux hauteurs de l'ellipsoïde pour être à la bonne altimétrie finale. Une des options, c'est de se reporter à la carte de la Suisse qui contient ces hauteurs au géoïde. Pour chaque zone, on peut voir si on vient ici, par exemple, on sera plus 10, plus 20, plus 30 cm quasiment. On peut également télécharger en fait le géoïde si on veut et l'afficher dans Civil 3D par exemple. Voilà, une fois qu'on a téléchargé le modèle de géoïde, on a ces fichiers ici qu'on obtient. Et puis on peut les charger dans Civil. Donc il ne faut pas oublier en premier lieu de définir le système de coordonnées dans Civil, lui dire qu'on est dans le système 6. Voilà, donc une fois qu'on a spécifié le système de coordonnées dans Civil, on peut simplement créer une surface en partant d'un DEM. Voilà, et puis on va charger le fichier CH 2004 LV95, ce qui va effectivement nous créer une surface. Voilà, donc on était ici, hein, donc maintenant on voit si on laisse notre curseur, on voit qu'on a une altitude de 0,29 mètres sur l'ellipsoïde, sur le géoïde. Voilà, donc ça c'est la correction à apporter. Voilà, donc maintenant on va faire le processing de la photogrammétrie des images qu'on a fait pour notre projet. On va faire ça avec Autodesk Recap Photo dans l'immédiat. Donc on démarre Recap. Voilà, on s'assure d'être logué dans un compte valide avec une souscription à Recap, avec des cloud crédits en disposition. Ensuite, on a deux types de photogrammétrie. Une photogrammétrie type objet ou alors type aérial. En ce qui nous concerne, on va prendre la photogrammétrie de type aérial puisqu'on vient de faire un vol de drone. Elle s'oppose à la photogrammétrie objet qui est plutôt si vous faites une photogrammétrie avec un appareil photo standard pour divers types d'objets mais qui ne seront pas géoréférencés. Donc la photogrammétrie objet n'est pas géoréférencée alors que la géométrie de type aérial peut l'être. Donc on va sélectionner aérial. On va maintenant sélectionner nos photos. Les photos du projet. Voilà, on a 192 photos qui sont chacune géotaguées avec un positionnement en VGS 84 ultra précis puisqu'on a un drone RTK. Ceci dit, on va vouloir obtenir le résultat de la photogrammétrie dans le système de coordonnées 600 mm95. Recap est capable de faire ça sans point de calage. Simplement, l'altitude qu'on va obtenir avec Recap sera toujours l'altitude sur l'ellipsoïde VGS 84, ce qui nous arrange pas en l'occurrence. On aimerait avoir non seulement un géoréférencement correct en horizontal comme en vertical. Pour ça, on va mettre des points de calage. Donc, on va ajouter nos ground control points, qui sont les points de calage, ou alors on peut mettre des points de contrôle également. Voilà, le plus simple, c'est d'introduire les points de calage directement dans le système de coordonnées final que l'on souhaite. Donc là, on va vouloir faire cette photogrammétrie en LV95. Le plus simple pour introduire les points de calage, c'est de les mettre déjà dans Excel. Ensuite, on peut simplement les sélectionner comme ça, faire un CTRL-C et venir là, et faire un CTRL-V et nos points de calage passent immédiatement à l'intérieur. Voilà, il va s'agir maintenant de définir où sont ces points de calage sur quelques images. Voilà, donc on va maintenant positionner les points de calage sur les images.
je sélectionne mon point de calage 1. Automatiquement, on a une poignée d'images qui ont été sélectionnées d'après les coordonnées pour nous aider à trouver notre point 1. Ça ne fonctionne pas toujours de manière absolue, mais disons, on n'est pas obligé d'utiliser cette méthode. On peut juste choisir les images qui nous intéressent une par une. Donc ensuite, je repère mon point et je clique. Et ici, j'ai un petit zoom qui permet d'affiner la position. Quand on est d'accord, on clique OK. Idéalement, on va placer 4 GCP et puis on va les placer chaque fois sur 4 images. Voilà, donc on a maintenant 4 points de calage, un point de contrôle, le 2 qui est utilisé uniquement comme point de contrôle. Donc chaque fois voir quelles images ont été sélectionnées pour chacun de ces points. On voit qu'on a chaque fois 4 images. Voilà, donc on est prêt pour créer le projet. On spécifie le système de coordonnées dans lequel on souhaite obtenir le résultat et puis les différentes options permettent de générer une autre photo ou pas, etc. On peut lui dire qu'on avait des photos géothermiques en RTK. On voit que ça va consommer 12 cloud crédits. Et puis on place dans un dossier du cloud. Il donne un nom de projet. Et voilà, les photos vont être uploadées, processées et on va recevoir un email dès que ça sera fini. Voilà, on va maintenant faire le processing photogrammétrie avec XKD Mapper. Voilà, donc on crée un nouveau projet. On sélectionne les images. Voilà, on a donc des images géoréférencées en BGS84 avec le système RTK, donc ultra précis. On va maintenant spécifier le système de coordonnées que l'on veut utiliser. CH1903 et 95. On spécifie le type de travail que l'on veut faire. Donc on veut prendre modèle 3D ou 3D Maps. En fait, ça définit simplement quel type d'output on obtient. Si on obtient uniquement un modèle de terrain, ou si on obtient un modèle de terrain plus des orthophotos, ou si on obtient, etc. On va prendre 3D Maps. Voilà. Une fois qu'on a défini notre projet, on va ajouter des points de calage. On peut simplement faire venir le GCP Manager. On choisit notre fichier qui contient les points de calage. Alors on voit que les points sont importés de manière correcte. On est juste en X, en Y et Z. On a la position approximative issue du... Maintenant, on va mapper ces points sur les images, en fait, prenant l'éditeur. Donc, quand on sélectionne une photo, il va automatiquement nous sélectionner une suite d'images qui peuvent potentiellement correspondre à la position de cette photo, de cette coordonnée. Alors, on voit pas bien, c'est jaune sur jaune, mais je pose les points de calage. Voilà, donc là, on vient de définir les points de calage avec l'éditeur de JCP. On voit ici que pour le point 1, j'ai défini 4 points, j'ai défini le point sur 4 images. Ensuite, on a ici le point 100 qui a été défini sur 4 images, le 100 sur 4 images, etc. Une fois qu'on est d'accord avec nos points de calage, c'est OK. Et puis, on peut commencer le processing de la photogrammétrie. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc maintenant on voit dans PixKD le report qualité. Aussitôt qu'il est produit, on n'a pas besoin en fait d'attendre que toutes les étapes de la photogrammétrie soient terminées. Et ici on peut voir en gros ça a mis 23 minutes de temps pour le processing de base. Et puis surtout ici nos points de nos JCP, donc 4 JCP qu'on a mis avec une erreur moyenne de 1 cm et demi. Voilà, ici on voit ensuite il y a toutes les différentes options
des rapports qui permettent de voir un peu plus en détail la qualité du résultat photogrammétrique. Voilà, XKD. Voilà, donc pour mettre à jour les firmware, vous trouverez sur le site de DJI un petit logiciel appelé le DJI Assistant 2 pour Phantom. Vous le téléchargez, vous l'installez. Ensuite, vous l'exécutez et puis vous allez brancher via le câble USB la télécommande. Une fois qu'elle est détectée, vous la sélectionnez. Ça fait une recherche sur Internet pour voir s'il y a un firmware plus à jour que celui qui est utilisé. Et si ça en trouve un, vous pouvez, à travers ce tableau, cliquer sur le bouton Update pour l'installer. Essayez d'aligner les versions des microprogrammes entre la télécommande, le drone et puis l'antenne pour avoir quelque chose de cohérent. Inutile de télécharger chaque firmware, mais disons si vous voyez que la date de mise à jour est extrêmement ancienne, ça peut valoir le coup de faire un update, ou si vous avez des soucis quelconques, ça peut valoir le coup de faire un update et de réaligner les 3 firmware des différents composants en fait. Notez qu'il vous faudra des droits d'administration pour utiliser ce programme, sinon rien de spécial. Donc vous allez connecter en premier la télécommande, mettre à jour la télécommande, ensuite vous connecterez le drone, mettez à jour le microprogramme du drone, et puis ensuite pareil pour l'antenne. Une fois que vous avez les 3 alignés, c'est bon.